Mes amis, bien le bonjour, ça l'histoire. Vous savez, avant de décoller dans un avion, avant de piloter un avion, il y a une tradition que tous les vrais pilotes ont, c'est faire la visite pré-vol. Ça signifie aller faire le tour de l'avion, vérifier l'intégrité, vérifier s'il n'y a pas des fuites, s'il n'y a pas des dommages, s'il n'y a pas un animal qui se cache quelque part, vérifier le niveau d'huile, vérifier les capots, les ouvrir, les refermer, les portes de visite, vérifier visuellement le carburant et tout. C'est une tradition qu'ont les pilotes, je dirais. Maintenant, il y a des gens qui ne l'ont jamais eu ou qui l'ont perdu. Donc, ils sont condamnés à quoi? Eh bien, ils vont prendre l'avion en mode tondeuse à gazon, décoller avec, et puis un jour, il y aura un problème. Et ils le découvriront quand? Une fois que l'avion quitte le sol. Ça signifie un problème simple qu'on aurait pu voir et résoudre au sol, eh bien, on va le découvrir une fois en l'air où il aura pris des proportions bibliques. Voilà. Nous sommes dans un petit coin perdu du Mississippi. On a un aéroport non contrôlé, il n'y a même pas de tour, c'est juste une piste et les locaux savent que c'est un aérodrome. On a un hangar et dedans, il y a un appareil de type Piper PA-46. Alors le PA-46, si tu veux, c'est un des avions monomoteurs de luxe. Si tu veux, il rentre dans la catégorie, là on a le PA-46, on a le TBM, on a le Pilatus PC-12, même si ces deux derniers sont encore plus performants et plus chers que le PA-46. Mais dans cette zone, qu'est-ce qu'on a? On a des avions qui sont typiquement mus par des turbines. Ils sont pressurisés, peuvent monter jusqu'au niveau 300 et prendre des passagers à des altitudes où tu peux croiser un 737 ou un Airbus. Donc, le PA-46, c'est le moins cher et le plus petit de cette catégorie-là, de super monomoteurs. Si tu veux au-delà, qu'est-ce qu'il y a au-delà des super monomoteurs? Eh bien, tu as les petits jets privés. Au-dessus, tu arrives dans la catégorie jet privé. En tout cas, ce monomoteur, le propriétaire est un médecin. Les médecins et les avions ne font pas toujours au bon ménage. Il y a des superstitions assez tenaces dans l'aviation qui sont souvent soutenues par des histoires comme celles que je suis en train de vous raconter aujourd'hui. Alors, je disais, il veut partir avec des membres de sa famille, de ce petit patelin, et aller en Floride. Nous sommes le 24 décembre 2015, la veille de Noël. Au Noël, selon les cultures. Ça dépend si on fête le 24 ou le 25. Alors, je disais, le matin, il va arriver à l'aéroport, l'ont précédé sur le tarmac son épouse, sa fille et sa belle-fille de 32 ans. Donc, et lui, c'est 3 femmes. Ils vont monter dans l'avion qui a été sorti par un mécanicien. Donc l'avion était sorti de l'hangar, il passe la nuit dans l'hangar et le matin, le mécanicien le sort pour le propriétaire. Une chose, un petit détail, mais qui aura son importance plus tard, c'est que cet avion, toute la nuit, il la passe dans le hangar sous recharge. Ça signifie on va venir avec une batterie qui est dans un chariot, des gros câbles en cuivre, et on va la connecter à la batterie de l'appareil pour la charger durant la nuit. La raison, c'est très simple à comprendre, c'est que souvent sur ces appareils, quand tu montes dans le cockpit, tu allumes le switch master, batterie, que va-t-il se passer? Tu vas voir les écrans prendre vie, ils vont mettre du temps à booter, tu vas commencer à entendre le sifflement des ventilateurs qui les refroidissent, plein de lumière, tout ça, ça s'agite, tu démarres la radio, tu commences à entendre les échanges et tout. Que va-t-il se passer pendant ce temps? Pendant que tu es en train de configurer ton vol, il se passe quoi? Eh bien, la batterie est bouffée et ces appareils sont de véritables usines, donc ils consomment énormément d'électricité. Alors, si tu traînes trop à configurer ton appareil et tout, au moment où tu veux le démarrer, c'est foutu. Ça m'est arrivé de voir des avions comme ça. Au moment où tu donnes un coup sur la clé, tout s'éteint. Terminé, la batterie est morte. Fini. Voilà. Donc, ce qu'ils font, c'est que... Et ça... C'est presque par design, je dirais. C'est même pas, c'est une fonctionnalité, c'est pas un bug, comme on dit dans le domaine des logiciels. Alors, c'est pour cette raison que cet appareil passe la nuit sous batterie. Maintenant, attention. Beaucoup d'appareils ont un port à l'extérieur. Ça signifie qu'ils ont un connecteur à l'extérieur. Tu arrives, tu plugues la batterie. Ok, ça c'est le premier point. Cet appareil, comment on le charge? Il faut ouvrir un capot à l'avant, le cache-moteur, donc il a un nez très long sous lequel se cache la turbine. On ouvre le capot droit, voilà, on l'ouvre. À l'intérieur, on va trouver un port de recharge, c'est un port à deux connecteurs, caché par
une sorte de bouchon en plastique. Donc on enlève le bouchon en plastique qui reste accroché un petit peu comme les bouteilles d'eau minérale de l'Union européenne qui reste accroché là, et puis on plug le câble. Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, le mécanicien, en sortant l'avion, le PA-46, eh bien, il a laissé tomber le capot, mais il n'a pas refermé. Et il a garé l'avion là. Lui, il dit, parce qu'il s'est fait engueuler dans le passé, on lui a dit, écoute, tu touches pas à l'avion, tu fais le minimum, veut pas que tu touches au capot, tout ça. Donc lui, il dit, de toute façon, ils font leur prévol, c'est leurs oignons, puis de toute façon, durant la prévol, on doit ouvrir là-bas pour vérifier la batterie, vérifier le niveau d'huile, etc. Donc voilà. Notre pilote, il fait quoi? Donc il monte dans l'avion avec sa famille, et puis il va démarrer le moteur et partir s'aligner sur la piste. Maintenant, je vais vous raconter deux histoires. La première, telle que la raconte le pilote, et une histoire telle que la raconte le NTSB. Le NTSB base son récit sur des enregistreurs. Alors, il n'y a pas d'enregistreur de vol dans l'avion, on se comprend, mais comme il y a beaucoup d'électronique que j'ai décrite précédemment, eh bien, cette électronique-là a des puces et tout ça, et des mémoires qui sont certaines volatiles, certaines non volatiles. Et donc, on peut les récupérer des décombres, n'est-ce pas? On parle de ce genre d'histoire aujourd'hui, malheureusement. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est l'analyser. Donc, on télécharge les données et après, on peut les analyser. Donc, vous imaginez bien que la version du NTSB est beaucoup plus solide que celle du pilote. Alors, le pilote raconte aussi. Il aligne son avion, met les gaz, la turbine accélère, un vrombissement de tonnerre, et l'appareil commence à dévaler la piste. Tire sur le manche, rentre le train d'atterrissage, et soudainement le capot droit s'ouvre. Il s'ouvre et il commence à taper, tac, 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 comme ça, il commence à taper, faire du bruit, faire du vacarme. Alors lui, il se dit quoi? Il voit sa place, il se dit, je fais un circuit, je fais demi-tour, grosso modo, enfin, pas vraiment demi-tour, on fait pas demi-tour, on décolle dans le sens du vent, et si on doit réatterrir, bah, on fait une boucle, on fait une sorte de, comment on dit, un circuit de course de cheval, quoi. On part, on tourne, on revient, etc. Et on se réaligne et on revient atterrir. Dans la même direction où on a décollé. Donc, lui, il raconte que, cependant qu'il était en train de faire son circuit, le capot s'est ouvert complètement, et l'avion a commencé à perdre de l'altitude. Donc, lui, il a mis les gaz à fond, et ça ne servait à rien, l'avion s'obstinait à perdre de l'altitude, et après, voilà ce qu'on va avoir. On va avoir, et là, le NTSB et le pilote sont les deux d'accord sur le fait que l'avion s'est écrasé. Donc là, il n'y a pas de doute. Donc, l'avion passe à travers un rideau d'arbres, tape très brutalement contre le sol, va glisser sur une bonne distance, et s'arrête à quelques mètres d'une maison. Il aurait pu éventrer cette maison-là et causer encore plus de dégâts. Alors, la porte s'ouvre, les gens arrivent en courant pour les aider. La femme du pilote fait un peu sonner, elle est consciente sur le moment, après elle s'évanouit, puis bon, après, elle est un petit peu, elle met un peu de parfum, un peu de vinaigre sous le nez, elle se réveille, donc elle, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Le pilote, lui, il est toujours là, il n'a pas de problème, bon, il a pris une grosse secouée, n'est-ce pas, mais mis à part ça, il va bien. Sa fille, elle est OK aussi, hein, elle sort, par contre, celle qui n'est pas OK, c'est sa belle-fille. Sa belle-fille qui était assise derrière lui, dans le siège derrière, il y a 6 sièges, donc 3 rangées de 2. Lui, le pilote assis à gauche, à l'avant, elle est assise derrière. Eh bien, on la retrouve recroquevillée entre les sièges, d'accord? Et on ne comprend pas trop comment sa ceinture l'a pas retenue. Mais après, plus tard, effectivement, on va comprendre, quand on regarde la ceinture, on va voir que les ceintures étaient, quand on va les clipper, sans changer le réglage, on va voir que la ceinture, la femme est très mince et tout, et la ceinture était en train de flotter complètement. La ceinture était énorme. La ceinture, c'était fait que pour un gabarit ours, quoi. Donc, ce qui s'est probablement passé, même si le NTSB ne se prononce pas, c'est qu'elle arrive, elle va mettre la ceinture, mais bon, la ceinture est complètement relâchée, mais comme le pilote n'a pas monitoré ça, n'a pas aidé les passagers, parce qu'il faut savoir une chose, sur un avion privé comme ça, c'est le pilote qui doit faire un petit peu ce que font les hôtesses de l'air dans un avion de ligne. Ça signifie, c'est à lui d'expliquer les issues de secours, c'est à lui d'expliquer ce qu'il faut faire en cas de danger, aider les gens à attacher leur ceinture, vérifier qu'elles le sont, etc., etc. C'est à lui de faire son travail. Mais il semblerait qu'il ne l'a pas fait non plus, j'ai envie de dire. De sorte qu'elle attache sa ceinture, mais lors du choc, elle passe à travers la ceinture. Elle n'est plus retenue du tout. Elle passe, même si la ceinture reste attachée.
On la retrouve là, inconsciente. Elle sera, on appelle les pompiers, tout ça, on la ramène un hélicoptère, elle est emmenée à un hôpital, elle a je ne sais pas comment on appellerait ça médicalement, elle a un œdème subarachnoïdal. Ça signifie une manière de dire qu'elle a tapé la tête. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à l'intérieur donc de sa boîte crânienne, il y a un vaisseau qui s'est cassé. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un épanchement, donc le sang commence à sortir de ce vaisseau-là. Après, il commence à écraser le cerveau, donc commence à écraser. Et puis, ce qui se passe, c'est que la tension artérielle va augmenter pour compenser justement, parce que le cerveau, il se sent écrasé, donc il demande l'augmentation de la tension artérielle, sauf que la pression de ce sang-là qui est en train de s'épancher augmente aussi. Comme la boîte crânienne est fermée, bon, elle a un certain nombre de trous, il y a une douzaine de nerfs qui sortent, des câbles, des machins, je te raconte pas. Donc, mais le sang ne pourra pas sortir, il va rester à l'intérieur. Donc le cerveau finit par être écrasé, ces vaisseaux, il va commencer à manquer de sang, on parle d'ischémie, et puis bon, voilà, c'est des situations desquelles on ne revient pas. On peut arriver à un niveau irréversible. Donc elle, quand elle arrive à l'hôpital, ils vont l'opérer. Après, quand elle s'en sort, elle se réveille, elle est dans un état végétatif. Elle est paralysée, elle est complètement partie. Beaucoup de ses organes ne fonctionnent pas correctement et tout ça. Donc, elle se retrouve vraiment dans un état désespéré. Et ce qui va se passer, c'est que même si les autres ont été juste secoués et puis ils n'ont pas de problème, eh bien, la femme va mourir. Elle va souffrir pendant 227 jours. Ça signifie l'accident a eu lieu en fin décembre. Elle va mourir en août de l'année suivante. Elle va mourir en août 2026. Donc à un moment donné, son état se dégrade, de santé se dégrade complètement. Il n'y a plus rien à faire. Sa famille se voit offrir des possibilités de l'opérer. À un moment donné, ils disent on peut encore l'opérer. La famille voit qu'elle a souffert pendant tout ce temps, qu'il n'y a aucune chance pour elle de s'en sortir. C'est des décisions difficiles. Hein. Je juge pas dans un sens ni dans l'autre. On souhaite que personne ne soit dans des situations où il doit prendre des décisions pareilles pour un proche. En tout cas, elle va mourir. Elle va décéder après ces atroces souffrances. Maintenant, je vais vous raconter ce que voit le NTSB. Alors le NTSB, quand il arrive sur site, il commence bien sûr à faire les constats. L'appareil n'a pas de problème moteur, n'a pas de problème hélice, n'a pas de problème d'instrument. Tout est OK. Bon, bien sûr, il est cassé au-delà de toute réparation, c'est clair. Mais, mis à part ça, il est intègre. Et ils arrivent à télécharger les données qu'il y a dedans. Autre chose qu'ils trouvent dans l'appareil qu'ils n'ont pas besoin de télécharger. C'est celle-là, je vous la montre. C'est une checklist. Ils trouvent une checklist dans l'appareil. Mon imprimante est un peu dégueulasse, hein, vous voyez. Donc, ils trouvent une checklist. J'aimerais vous montrer quelque chose à cette checklist. Si vous regardez au coin en haut, au coin là, vous voyez le nom de la compagnie? Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Je vous mettrai ça au montage. Ça s'appelle Simcom. C'est une checklist de simulateur de vol. C'est une checklist de simulateur de vol. Et quand on regarde la partie pre-flight, la visite pré-vol, elle tient en une seule ligne. Visite pré-vol complétée. Pourquoi? Parce que dans le simulateur, on ne peut pas faire de visite pré-vol. Mais on l'a quand même dans les checklists en disant « Ok, visite pré-vol complétée, on l'a faite. » En réalité, il faut sortir et tout. Mais dans un simulateur, tu imagines, tu sors, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a un hangar, des ordinateurs, des vérins, tout ça. Donc, en fait, le mec utilisait une checklist de simulateur de vol, pas une checklist propre à l'avion. Ça, c'est le premier point qu'ils ont trouvé et qui est quand même terrible. Autre chose. Ils ont trouvé que le capot n'a pas été fermé. Ça signifie que le capot a été... il a oublié simplement de le fermer. En fait, il n'a pas fait de visite pré-vol. Lui dit non, j'ai fait une visite pré-vol, je l'ai fermé, c'est ouvert. Mais quand ils ont analysé les attaches de fermeture, ils ont trouvé qu'elles étaient ouvertes. Elles n'ont pas été tordues ou cassées par le choc. Elles n'ont jamais été fermées. Ça, c'est le premier point. Autre point aussi, qui milite pas pour le pilote. Le plug en plastique qui ferme l'entrée du connecteur de rechargement, il n'était pas mis, il était enlevé. Or, quand on fait la checklist, hein, quand on fait la pré-vol, et qu'on enlève la batterie, hein, si elle est là, on l'enlève, on l'éloigne, ce qu'on va faire, on va prendre le bouchon plastique, on va refermer le port de chargement,
et on ferme le capot, et on clip les deux, et on vérifie qu'il est bien là, on vérifie qu'il ne bouge pas. Ça fait partie des vérifications. Et d'ailleurs, les attaches n'étaient ni endommagées, ni rien. Donc, il n'a pas fait de visite pré-vol. Il est arrivé, il a décollé, il est parti comme ça. Maintenant, autre chose. Que dit la FAA, l'autorité de régulation? Elle a un document sur ces choses-là, sur les capots qui s'ouvrent en vol. Et ils disent, il est extrêmement rare que l'ouverture d'un capot en vol puisse faire tomber l'avion. Un avion, comme celui-ci en particulier, peut voler avec un capot ouvert. Oui, ça fera du bruit, ça fera du vacarme, ça tape, ça peut même à terme s'arracher et partir, mais ça ne fera pas tomber l'avion, et ça ne causera pas des efforts aérodynamiques qui rendront l'avion incontrôlable ou qui l'empêcheront de voler. Surtout un avion d'une telle puissance, c'est pas possible. Je ne parle pas des verrières qui s'ouvrent dans les avions à verrières. Les avions qui ont des verrières, une boule de verre ou de plexiglas, qui s'ouvrent vers l'arrière et qui ne sont pas bien attachés et la verrière s'ouvre, ça c'est autre chose. Alors, il y en a à qui c'est arrivé, ils s'en sont sortis. Hein, donc si ça t'arrive, ne pense pas que tu vas mourir. Mais c'est autrement plus délicat, c'est autrement plus sérieux. J'avais lu le témoignage d'un pilote qui était avec un ami, et puis l'ami s'est retrouvé debout sur son siège, avec l'avion en vol, en tentant de fermer, et en passant en rase-motte au-dessus d'une ville, parce qu'il n'arrivait pas à prendre l'altitude. Donc les gens au sol voyaient un avion passer, la verrière ouverte, et un gars debout dessus, en train de tenter de la fermer. Hein, une sale histoire. Mais ils ont pu atterrir ceux-là. Mais il y en a qui sont morts à cause de ça. Mais juste pour vous dire que la FAA a dit que très souvent, c'est la réaction des pilotes qui cause l'accident. C'est pas l'ouverture du capot, mais c'est la manière dont les pilotes le gèrent. Et quand on regarde l'électronique de l'appareil, eh bien, que se passe-t-il? Ils vont découvrir une chose, que déjà, contrairement à ce qu'il a dit, il n'a jamais rentré le train d'atterrissage. Ça signifie au moment où il a tiré sur le manche, il a quitté le sol, il y a eu le tapage, il a peut-être eu dans sa tête rentrer le train d'atterrissage, mais il ne l'a pas fait. Donc déjà là, on réalise qu'il n'a pas fait. Deuxièmement, dans la panique de vouloir revenir, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que font beaucoup. Eh bien, il a fait des mouvements extrêmement abrupts. Il a piloté de manière très agressive. Pour vous donner une idée, par moment, l'inclinaison dans le circuit avait atteint 45 degrés. 45 degrés, c'est énorme. Tu ne le fais pas d'un vol entier. Tu décolles avec des passagers. Bien sûr, 45 degrés, c'est fait lors des vols d'entraînement et tout, avec des conditions, bien sûr, d'encadrement spécifique. Mais 45 degrés, dans un vol normal, c'est jamais atteint. Eh bien, le mec, à basse altitude, à basse vitesse, il est parti en inclinaison à 45 degrés. Quand on s'incline, qu'est-ce qui se passe? Quand on s'incline, la vitesse à laquelle l'avion décroche augmente. Ça signifie que si on est en train de voler lentement, elle à l'horizontale, et on tient encore, ça signifie qu'on n'a pas encore décroché, à la même vitesse, si on incline l'avion, on va provoquer le décrochage. D'accord? À la même vitesse, si on incline l'avion et on tire sur le manche pour le garder, on va décrocher. C'est ce qu'il a fait en fait. Il a décroché l'avion. Ça signifie qu'il a oublié d'entrer le train d'atterrissage, ce qui, avec le capot ouvert, a augmenté les traînées, ça on est d'accord. Et puis, manœuvrant de manière extrêmement agressive pour revenir, donc dans la panique, n'est-ce pas? Eh bien, ce qu'il a fait, par moment, il s'est laissé aller dans des virages, à ne pas contrôler sa vitesse, donc perdre de la vitesse, laisser la vitesse revenir en arrière, et en plus de cela, aggraver la situation en donnant des virages à 45 degrés. Et si en plus il a rajouté du palonnier et que c'était pas symétrique, ça c'était pas enregistré, mais souvent ce que les gens font dans ces situations-là, c'est que dans la panique, ils tapent sur les palonniers et ça peut créer un vol dissymétrique. Et là, l'avion il fait quoi? L'avion il tombe. Donc lui, ce qu'il a fait, il a senti l'avion tomber, il a mis les gaz à fond, mais on s'en sort pas avec les gaz quand un avion est en décrochage. Et si on décroche à basse altitude, on va se prendre les arbres, hein. Il n'y a pas de marge. On a toujours ces chances si on décroche et qu'on a assez d'eau sous la quille, hein, si on a une certaine hauteur. Mais si on est là en rase-motte, en train de faire du 45 degrés, puis on décroche, je veux dire, entre le décrochage et l'impact, tu n'as même pas le temps de compter jusqu'à 1. Donc voilà. Il a tapé. Et puis, le reste de l'histoire, vous la connaissez. Donc voilà, on a une tragédie, on a une souffrance complètement inutile pour quelque chose de totalement évitable. Il aurait pris 5 minutes, comme le font tous les pilotes sérieux et consciencieux, de faire le tour de l'avion et puis regarder un petit peu les éléments. Il aurait vu que le capot était effectivement ouvert, il aurait fermé, clac, et puis c'est tout, puis c'est réglé. Ou bien, combien même il serait ouvert, tu te dis, je pilote l'avion, je m'en fous, il fait du bruit, il fait du tapage, je ne vais pas mourir parce qu'il est ouvert. Je contrôle mon avion, je contrôle mon cap, je contrôle ma montée, je contrôle tout.
je rentre en atterrissage, je prends le temps de réfléchir, je fais gentiment demi-tour, on revient. Ça aussi, ça aurait marché. Mais lui, son monde s'est effondré autour de lui. Parce que justement, il n'était pas préparé. Quand on est mal préparé, la panique vient plus volontiers si on est mal préparé. Mais si on est préparé, que mentalement, on est carré, on est à fond dans le système, on a plus tendance à réagir correctement que dans ce cas-là où il est arrivé un petit peu à la ramasse, pas de checklist ou une checklist de simulateur, pas de contrôle de l'avion et tout, puis au premier bruit un petit peu qui le sort de sa rêverie, là c'est bon, là il est replongé dans l'histoire. En tout cas, voilà mes amis, c'était un accident terrible. Officiellement, quand on regarde les bases de données, on voit qu'il y avait 4 personnes à bord, 4 survivants, mais la réalité, c'est que ce n'est pas 4 survivants, c'est une personne qui a survécu à moitié et qui est décédée après suite à l'accident. Et dernière erreur qu'il a faite, effectivement, j'en ai parlé, c'est la ceinture de sécurité. S'il avait fait son briefing de ceinture de sécurité, elle aurait eu sa ceinture, elle aurait été secouée comme les autres, mais elle n'avait pas besoin de mourir ce jour-là. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans une prochaine.